Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Tardy Story. La saison 12 vient de se terminer. Youhou! Non, pas youhou, c'est triste en fait. Pourquoi je suis content? J'ai pas à être content à cause de ça. Mais en tout cas, avec l'équipe de Tardy Story, on voulait donner notre avis parce qu'on aime bien donner notre avis surtout. Je vais vous dire la vérité, malheureusement, on n'a pas pu être ensemble. On habite loin les uns des autres. Ce qui fait que finalement, on a dû enregistrer chacun de notre côté. Et donc, vous allez avoir des avis mélangés les uns les autres pour avoir l'avis de maximum de gens de l'équipe. Bonjour à tous, c'est Flavien et Marie. Bonjour, ici Rémi et bienvenue pour mon retour sur la saison 12. Eh bien bonjour, moi c'est Marion de Tardy Story, forcément. Et moi c'est Thomas. Salut, moi c'est Gökhan. Hey, salut, c'est Julien. Avis global très surprenante globalement. J'avais adoré les débuts avec Spyfall, j'ai été un peu plus sceptique sur la suite. À partir de Fugitive of the Judoons, quand on a commencé à voir un peu les mystères qui allaient être le fil rouge de la deuxième partie de saison, j'étais vachement plus embarquée. Du coup, je trouvais que ça osait plein de trucs. T'avais des twists que t'avais plus l'habitude de voir depuis un moment, et puis du coup, ça te poussait en fait à élaborer plein de théories dans ta tête, à te poser des questions et tout, et ça rend le truc vachement plus ludique en fait. Moi, si je devais résumer la saison en un mot, ce serait audacieux. Je pense que c'est déjà un euphémisme de dire qu'elle était largement meilleure que la saison 11. Mais je pense même qu'elle est meilleure que beaucoup d'autres saisons de la New Who. C'est le haut du panier, je dirais pas que c'est la meilleure, ou même qu'elle est dans le top 3, mais ouais, on est carrément sur le haut du panier là. Elle avait pour but de tout redynamiter après une saison 11 qui était plus posée, ce qui lui avait permis du coup d'atteindre un niveau de hype bien plus élevé que si on avait enchaîné les saisons épiques année après année, ce qui aurait eu beaucoup moins d'impact. Et du coup, sur cette saison, Chibnall nous dévoile son master plan qui semblait complètement prévu depuis le départ. Et malgré quelques épisodes un peu plus oubliables, on est sur une saison qui fera clairement date dans l'histoire de la série. Je trouve que c'est une saison qui est un mix de ce que j'ai aimé dans beaucoup de saisons avant. Il y avait le relationnel de la saison 11, et en même temps, on retrouve un peu de mythologie et un peu de trucs un peu grandiloquents qu'on pouvait retrouver vers du RTD, je dirais. Pas beaucoup d'épisodes standalone, pas forcément les meilleurs épisodes standalone, mais l'arc est vraiment trop cool, quoi. Praxeus, c'est un épisode écolo comme Orphan 55, sauf que là, je trouve que le message est plus subtil. Après, en soi, l'épisode, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Les personnages, moi, je les ai trouvés sympas, mais bon, c'est pas un épisode que je vais me presser de revoir. Déjà, il y a un premier truc à dire, c'est que visuellement, ça envoie du boudin. C'est feuilletonnant au possible. C'est vraiment super bien rythmé. Ah non, mais moi, j'ai envie de le revoir immédiatement. J'ai trouvé ça absolument génial. L'histoire avance toute seule. J'ai vraiment envie de mettre le gobelet dans la poubelle jaune. Pour Praxeus, on est sur un épisode qui est déconnecté du fil rouge, mais qui est bien sympathique, quand même. C'est pas le plus marquant, mais il y a un certain nombre de bons points. Les personnages, notamment, qui sont bien exploités. Au niveau de la MIF, par exemple, Yaz, qui prend beaucoup de risques dans cet épisode, j'ai eu peur pour elle. Mais également, du coup, au niveau des autres personnages, que ce soit les deux maris, que ce soit les blogueuses, ou la blogueuse, que ce soit aussi au niveau de la scientifique qui, même si c'est techniquement la même chose, on comprend ses motivations. C'est la deuxième fois aussi qu'on a un message écolo dans la saison, après Orphan 55, mais là, à la différence de ce dernier, l'exécution, elle est beaucoup mieux. Pour Praxeus, c'est Orphan 55 en mieux. Il est très bien amené, très bien joué. J'adore le message derrière, qui est amené de manière beaucoup plus fine finalement que dans Orphan 55. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans Praxeus, c'est de présenter la Team TARDIS comme étant une équipe de terrain. On a d'un côté Graham et Yaz qui sont à Hong Kong, on a Ryan qui est au Pérou, on a le docteur qui est à Madagascar, et ça rajoute une dynamique. C'est là où on voit la force d'une équipe à 4. C'est d'avoir une histoire complètement éclatée mais qui reste cohérente, d'avoir un super dynamisme, et ça marche super bien. Praxeus, c'est un de mes épisodes préférés de la saison. C'est mon épisode standalone préféré de la saison. J'aime énormément la façon dont il gère les personnages en les envoyant enquêter à différents lieux. J'aime le mystère, j'aime l'intrigue, j'aime la façon dont c'est résolu, et j'aime le message. À la différence de Orphan, là, il est dilué sur tout l'épisode et c'est pas martelé, et donc du coup, c'est vraiment un message, pas une morale. La réalisation aussi est très chouette au niveau de l'utilisation des couleurs, au niveau des effets spéciaux qui sont vraiment magnifiques. T'as même presque l'impression de regarder un petit film à un moment donné. Moi, je pense qu'avec un pitch pareil, tu pouvais largement faire un blockbuster et tu pouvais faire un truc très convaincant. Et moi, ça me fait plaisir de voir un épisode qui n'est pas relié à l'arc narratif, mais qui est
quand même très ambitieux dans son écriture et sa réalisation, quoi. Praxeus, c'est un épisode que j'ai bien aimé, sans plus. J'avais bien aimé l'idée un peu écologique, tout ça. C'est un épisode qui est standalone, ça fait du bien d'en avoir un petit peu dans la saison quand même. Can you hear me? L'épisode, il était visuellement fou. Déjà, le design des immortels éternels. Oui. La séquence mythologique animée, elle était fabuleuse. On passera juste par contre sur les monstres grou-grou. On peut noter aussi une continuité avec les éternels qui sont de retour, donc avec le Celestial Toymaker, les Guardians, etc. Des références au classique, ça fait toujours plaisir. On aurait pu cependant en attendre un petit peu plus au niveau des rêves, la résolution était également un peu trop rapide. Par contre, au niveau des personnages, on a du développement, notamment pour la MIF du côté de Yaz, qui m'a fait verser ma petite larme. Et donc avec Yaz, le pote de Ryan, et aussi Graham, on a un traitement du mental dans la santé, ou voire même de la santé mentale, et c'est toujours bon, je pense, d'en parler. Can you hear me? Eh ben, c'est un épisode que j'ai trouvé assez oubliable, hein, malheureusement. Pour preuve, hein, j'ai dû relire le synopsis pour préparer cette review, parce que je me rappelais du nom, mais je me rappelais plus de quoi ça parlait. Donc effectivement, là, on est dans une histoire avec des dieux qui sont, on va dire qu'ils se font chier pendant l'éternité. Du coup, ils se disent, oh, bon, on va aller un petit peu emmerder les gens. Ouais. Hein. Clairement, j'ai trouvé que bon, l'intrigue était pas folle, que les motivations des dieux du coup étaient pas non plus. Oui, enfin, voilà quoi, ils se font chier. Par contre, je les ai trouvés très charismatiques. J'ai trouvé que la séquence en animation est magnifique. Tu mets un tableau blanc, un tableau noir avec des crèches, je te fais pareil. Je trouve que Jodie Whittaker est très très bonne dedans quand on la voit attachée, qui se rend compte qu'elle peut être un peu vaincue parfois. Oui. Là, j'ai trouvé ça pas mal aussi qu'elle se retrouve aussi un peu en danger autant que les compagnons. Et là, c'était là où on annonçait justement l'épisode final avec des bribes de souvenirs qui proviennent donc de Seizu, donc j'ai beaucoup aimé. Can You Hear Me, il y a beaucoup de choses intéressantes. La fin de l'épisode est très touchante à Can You Hear Me, et elle me ferait presque oublier finalement 2-3 choses qui ne m'ont pas forcément plu dans l'épisode. Bon, à commencer par des effets spéciaux un peu discutables sur les espèces de bestioles loup-garou, mais aussi des personnes qu'on nous présente comme des dieux ou comme des demi-dieux et qui souffrent du syndrome des 10 minutes. Ça veut dire qu'en gros, ils deviennent super puissants 10 minutes avant la fin de l'épisode, on se souvient qu'il y a une fin d'épisode, et puis du coup ils se retrouvent battus à 10 minutes de la fin d'une manière un peu idiote en fait. Mais sinon, ça fait du bien d'avoir ce genre de thématique et ce genre d'épisode porté sur les rêves. Can You Hear Me, c'est un épisode que j'ai adoré. En fait, moi je suis un peu mitigée sur cet épisode. J'ai beaucoup aimé les méchants. Je trouve qu'on avait pas eu beaucoup de méchants marquants pour l'instant dans la saison 11 notamment, et ceux-là avec le truc des doigts, là, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que il y a vraiment une ambiance particulière et tout ce côté-là est très réussi. Après, ce qui m'a moins plu, c'est notamment la résolution, le fait que les méchants soient battus beaucoup trop facilement à mon goût. Ouais. Et puis, je suis pas fan non plus de la fameuse scène du cancer. Moi, j'aime bien cette scène. Je trouve que c'est assez juste, parce que certaines personnes ont du mal à exprimer leur compassion quand des proches leur parlent d'un événement comme ça. Après, je peux comprendre que ça choque, surtout parce que ce docteur ne nous a pas habitués à ce comportement-là. C'est bien d'aborder ces sujets-là, de se permettre d'aborder les sujets plus graves dans Doctor Who. C'est bien d'aborder le fait que parfois les gens sont démunis quand il s'agit de parler de la mort. Mais le résultat, c'est que je trouve que ça donne au docteur un côté froid et un côté pas très empathique. T'as pas l'impression qu'elle compatit avec Graham, t'as juste l'impression qu'elle cherche une pirouette. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Can You Hear Me, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment la grosse surprise de la saison. Après, les méchants étaient pas trop charismatiques. C'était très prévisible que la fille est sauvée, ce soit la méchante. Moi, c'est surtout la fin qui m'a marqué. Ça rendait vraiment les persos super humains, quoi. Hunting of Giovanni. Bon, on va appeler ça, parce qu'on va être clair, le titre est imprononçable, on peut appeler ça l'épisode dans la maison. J'aimais beaucoup l'ambiance du début. La première partie qui est très histoire d'horreur, tout ça. Après la deuxième partie avec le Cyberman est peut-être un peu plus faible. Toute l'histoire autour du Cyberium, pas forcément méga claire. Non,
c'est un bon épisode. J'aurais préféré qu'il soit complètement historique, quand même. The Haunting of Villa Dotati est un très bon épisode, vraiment bien foutu. C'est juste dommage qu'il ait une fin. Parce que, en gros, moi j'ai vraiment adoré la première partie, l'ambiance, tout ce qui était mis en place, etc. Meilleure scène pré-générique. Moi je suis d'accord, la première partie j'ai beaucoup aimé. En plus, moi en tant que grande fan de Jane Austen, les costumes, les décors, le moment où il danse, moi j'ai adoré. C'est un huis clos qui est très bien géré, chose que des fois je trouve que Doctor Who a un peu du mal. L'arrivée du Lone Cyberman, alors... ça fait bizarre, parce qu'on s'y attend pas à le retrouver là-dedans, mais en même temps, c'est une introduction pour montrer pour la suite, quoi, en fait. C'est montrer qu'après, là, le docteur, de toute façon, c'est ce qu'on va retrouver dans le dernier épisode, c'est le docteur qui va commettre l'erreur de donner, malgré la prévention de Jack Harkness, de donner du coup au Lone Cyberman ce qu'il voulait, donc à savoir le Cyberium. Et en fait, du coup, voilà, tout part de là. Cette saison, il y a même depuis l'arrivée de Jodie Whittaker, il y a énormément d'épisodes avec des personnages historiques, et à chaque fois, ça permet de nous aider à les connaître. Oui. Et ben là, du coup, malheureusement, moi, Mary Shelley, pour être franc, à part que tout le monde sait, voilà, Frankenstein, je ne sais absolument rien sur elle, et j'aurais bien aimé en savoir plus. C'était quand même très jouissif de voir le docteur remettre à sa place Lord Byron, qui était un petit chaud lapin, on va dire. Oui. Et vraiment, c'était vraiment sympa. L'introduction du Lone Cyberman qui se fait à la base dans Fugitive of the Judoon, c'est là où on nous parle pour la première fois du Lone Cyberman. Je la trouve super bien amenée. C'est pas tant le fait d'avoir un Cyberman ou quoi, c'est juste d'avoir cette sorte de monstre qui n'est pas tout à fait un Cyberman, qui a d'ailleurs des bouts de différentes générations de Cyberman sur lui. Ça rajoute un côté extrêmement imprévisible à des boîtes de conserve qui, sinon, n'avaient pas beaucoup de volonté, n'avaient pas beaucoup de personnalité. Sans faire de redites sur ce qui a déjà été fait, sur les Cybermen, etc., on va un peu ailleurs et on creuse un petit peu plus le Cyberman. The Haunting of Villa Diodati. La première partie du final, finalement. Ouais, c'est la surprise, en fait. C'est qu'on n'a pas un final en 2 épisodes, mais en 3. Bon, allez, en 2,5. En 2,5, parce que l'épisode commençait comme un stand-alone. Et puis, à la moitié de l'épisode, retournement de situation, et c'est l'introduction du Lone Cyberman. Ouais. J'ai adoré l'ambiance du début. Je trouve que ce huis clos gothique fonctionnait très très bien avec les personnages, l'ambiance installée. La réalisation était sublissime et je trouve que c'est dommage d'en faire un prétexte à l'introduction du Lone Cyberman et que cet épisode méritait tout à fait d'accord d'être juste un bon stand-alone solide. Après, j'aime beaucoup quand même le traitement du Lone Cyberman dans cet épisode. En fait, les 2 parties, je trouve qu'elles sont bien. Mais j'aurais... pas ensemble. Ouais, voilà, je trouve que ça aurait bien, mais... Il aurait été un épisode à lui tout seul, sans Percy Shelley, sans Lord Byron, machin. Parce que du coup, moi, j'ai pas l'impression de connaître si bien les personnages historiques. Il est super, le Cyberman, il est très charismatique. Très. Moi, j'ai beaucoup aimé ce méchant-là. Moi, j'ai 2 problèmes avec l'épisode, au-delà de ça. Je m'attendais à un épisode sur Mary Shelley et Frankenstein, on nous l'avait vendu comme ça. Mary Shelley a fait de la figuration dans cet épisode-là. Donc ça m'a un peu déçu. D'autant que c'était un des thèmes récurrents de la saison, de mettre en avant des personnages historiques un petit peu oubliés ou un petit peu délaissés par l'histoire. Et Mary Shelley, c'est justement une autrice qui a vécu toute sa vie dans l'ombre de son mari. L'autre deuxième problème que j'ai avec cet épisode, c'est la scène où les compagnons comprennent que Percy Shelley porte le Cyberium, et qu'en gros, ils ont le choix entre laisser crever Shelley ou laisser déclencher une guerre qui peut potentiellement tuer des millions de gens. Et ça, c'est un dilemme moral qui est vachement intéressant, et le docteur, il est là. Déjà t'as Ryan qui dit on va buter Shelley, alors comme ça sans réfléchir et tout, ce qui est pas hyper sympa non plus. Ouais. Après Ryan, c'est pas non plus le membre de l'équipe TARDIS qui est le plus fin. Il y a plein de problèmes avec le personnage de Ryan, mais bon voilà, là la réplique était très mal choisie, je trouve. Et puis t'as le docteur qui te répond non, tu fermes ta gueule Ryan, on veut pas laisser mourir Percy Shelley, parce que en gros
moi je l'interprète comme ça, en gros la vie d'un grand homme est plus importante que celle de millions de pécores. Parce que lui, par ses écrits, va influencer les gens et du coup sa vie est plus importante que celle de milliers de gens. Mais non en fait. C'est un problème d'écriture. Parce que je pense vraiment que ce que la scène voulait montrer, c'était que la vie ne vaut pas plus qu'une autre et qu'on ne peut pas sacrifier une vie pour en sauver une ou des autres. Sauf que, comme le docteur parle de l'importance des mots, de Shelley particulièrement, le message, il est corrompu. Bah oui. Et en plus, ça ne colle pas, parce que dans le même épisode, on a 2 personnages, un valet et une servante, qui meurent. Ascension of the Cybermen. On est sur un épisode de préparation, de transition qui continue avec Ashad et la bêtise, disons, du docteur. Alors du coup, la force, là, c'est clairement, encore une fois, les personnages, les relations entre la MIF, avec les associations Doc Ryan et Graham Yaz, entre les survivants également, et les Cybermen, avec le nouveau design, mi-classique, mi-récent. C'est pas le rythme le plus rapide comme épisode, mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Beaucoup de choses. Et ça amène un certain nombre de questions. Cocharmus, c'est qui? Le maître, qu'est-ce qu'il fait là? Gallifrey, quoi? Mais du coup, ça ramène à The Timeless Children. Ça redéfinit tout, il y a beaucoup trop de choses à dire. Alors d'un côté, on a la résolution du fil rouge Cybermen, qui finit avec le maître sur Gallifrey. Et en même temps, relié à ça, on a la bombe atomique. On se demandait le lien entre Joe Martin, humain, Cocharmus, origine de Gallifrey. Alors non, en fait. Il n'y a pas d'humain dans l'histoire. À la place, on a juste quelque chose qui casse tout, qui redéfinit le Docteur complètement comme un mystère central de la série, et on ne sait plus rien d'elle et de ses origines. Comme le dit du coup le maître de Sacha Dhawan, tout ce que nous croyions était un mensonge. J'ai vraiment adoré cet épisode. Il y avait vraiment une ambiance un peu... alors je disais un peu Star Wars. Moi j'aime bien les têtes de Cybermen qui volent en drone. J'avais vraiment peur pour les persos. The Time Children. Trop cool. Vraiment super cool. Un épisode peut-être un peu trop dense en 1 heure. On a vraiment beaucoup d'infos. Beaucoup d'actions, beaucoup de retournements de situation. Mais non, vraiment trop cool. Le maître est génial. Jodie Whittaker est génial. Un petit peu dommage qu'il y ait les compagnons en retrait. Ce final, il a tout cassé, honnêtement. Enfin, Alors, avec tout ce qu'il avait mis en place dans la saison, il fallait forcément finir sur un feu d'artifice. Et tu t'avais un petit peu peur, en fait. Tu disais, mais je m'attends à un truc énorme et ça se trouve, ça va être un pétard mouillé. Déjà, parlons de Ascension of the Cybermen très rapidement, parce que c'est un épisode qui installe des choses pour le final. Place, voilà. Ça met en place la fin. Brillamment. Moi, oui, ça fait le taf, été en haleine pendant les 50 minutes de l'épisode. The Timeless Children, c'est l'épisode dont on avait besoin sans même le savoir, au final. C'est l'épisode qui vient te retourner la série et t'exploser tout, te faire péter tout ce que tu croyais savoir sur la série et tout ce que tu croyais savoir sur Doctor Who, et c'est génial de faire ça. Ouais. Après, voilà, l'épisode est beau. L'épisode est super bien rythmé, très bien géré, et puis le fait que ce soit un épisode porté par le maître alors qu'on va avoir des révélations sur le docteur, je trouve que c'est excellent. Oui, Sacha Dhawan, il fait une super prestation. Il est excellent dans le rôle, il est habité, enfin, tu sens que c'est le rôle de sa vie, quoi, le gars. Alors le double épisode final, c'est simple, il te met par terre et tu peux pas te relever en fait. Il te fait une clé de bras au sol et c'est tout, tu bouges plus. Il est génial. Je préfère toujours pour l'instant celui de la saison 10, mais objectivement celui de cette saison 12 est extraordinaire. Justement parce qu'il ose, il y a un vrai impact et il y a des surprises, et des vraies surprises. Les Cybermasters par exemple, c'est extraordinaire. C'est aussi con que génial, c'est du vrai Doctor Who en fait. Ascension of the Cybermen, c'est le retour tant attendu des Cybermen. Ouais, et c'est bien. Parce qu'en fait, au début, certes, les cyberdrones sont dégueulasses. On va le dire. Mais c'est pas tant ça le problème. C'est que si ce truc-là existe, pourquoi ils se sont fait chier à envoyer des gens alors qu'ils ont juste envoyé des cyberdrones? L'épisode ne tient pas juste sur ces cyberdrones, ça tient sur une intrigue plutôt réussie, un relationnel sur des personnages qui fonctionnent bien, une sorte de petite aventure épique qui se termine par le maître qui vient terminer l'épisode en disant « Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui,
je serai là la semaine prochaine. Ça fait un peu Saturday Night Live, son apparition à la fin. Mais ça fait, voilà quoi, c'est vraiment bien de bout en bout. Moi, j'ai passé un super moment. Moi, j'avoue, je l'ai regardé 2 fois, hein, parce que du coup, je l'ai revisionné, vu que c'est la première partie du final, avant la deuxième partie. Et j'avoue que la première partie, honnêtement, le début, moi, je m'ennuie un petit peu. Par contre, là où je te rejoins, c'est la fin de l'épisode, où là, vraiment, là, on vous fait comprendre que la semaine prochaine, ça va être la merde pour le docteur. Ouais. Là, le master qui ressurgit de Gallifrey, qui demande si son entrée était bien... Oui. Et du coup, on arrive enfin au dernier épisode. Et là, je pense que... Déjà, quand on a regardé, on s'est dit, il y a tout qui va péter. Et ça n'a pas manqué. Tout a pété. Jodie Whittaker et Sacha Dhawan nous livrent leur meilleure prestation. Moi, je trouve qu'ils sont tout en nuances. On a Sacha Dhawan qui en fait des caisses et qui livre qui est dans la folie. Mais moi, j'aime ça. Faut arrêter de dire il cabotine comme si c'était un gros mot. Non, moi, j'ai trouvé ça. Là, des fois, ça l'est. Attends. Non, mais attends. Attends, je vais être honnête quand même. Mais c'est mon avis. Il y a des moments. Mais où je parle. Il y a des petites erreurs de justesse. Non. Il y a 2-3 moments où il tombe dans le nanar. Il y a 2-3 moments où il tombe dans le nanar. Ça n'a jamais été un problème pour Doctor Who, mais il faut dire ce qui est. C'est un excellent acteur qui, des fois, se perd, comme nous tous. Voilà, c'est tout. C'est un maître. Jodie n'a pas toujours été dans la justesse. Mais c'est le maître, donc c'est normal. On a des moments d'émotion très forts, avec notamment aussi ce moment où Graham fait sa déclaration d'amour, on va dire, à Yaz, mais enfin d'amour... amical. Voilà, platonique, amical. Non, voilà. pas platonique. Non, amical. Amical. Voilà, mais non, vraiment, on prend le temps de se poser aussi. Il y a des moments où ça court partout et il y a des moments où on se pose. Et ça, j'ai beaucoup aimé donc la façon dont le rythme était géré dans l'épisode. On a plus du coup une quinzaine de docteurs environ, mais un nombre indéfini, beaucoup plus grand, voilà. Ça nous ramène, comme au début de la série, en 63. Quand on savait finalement rien du docteur. Ça redéfinit tout sans rien casser de ce qu'on avait jusqu'alors, ça c'est pas mal, parce que du coup, ça étend juste notre vision de la chose à un stade qu'on n'avait pas imaginé, voilà. C'est pas ce que le public voulait, c'est ce dont la série avait besoin, et ce que nous on avait besoin aussi, hein, voilà. Ma seule crainte que j'avais par rapport à l'épisode final, c'était... si jamais les Gallifréens étaient des anciens humains. Maintenant que le Timeless Child devient le Docteur, enfin, a toujours été visiblement le Docteur, si on en croit la Matrix, ouais, c'est à la fois un peu facile et génial, en fait. Ça donne plus de consistance, je trouve, au passé du Docteur, et puis en même temps, ça change rien. Ça change rien sur ce que le personnage est ou a été. Donc c'est le genre de révélation qu'il nous fallait, je pense. Même si ça a fait gueuler, je pense que c'est quelque chose qui est bien amené. Pour moi, le final n'annule rien dans le canon, au contraire, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et j'ai envie de faire plein de gros poutous à Chris Chibnall. Du coup, pourquoi je trouve que c'est une bonne idée de faire un truc comme ça, il y en a plein de gens qui ont crié au scandale et tout. Il faut savoir que... quand Doctor Who a commencé, on savait rien du Docteur. Le Docteur, c'était un petit vieux dans une décharge qui avait une cabine de police et qui voyageait dans le temps et l'espace. Et au fur et à mesure que la série a commencé, on a commencé à avoir des détails sur son passé, à apprendre qu'il venait de cette planète-là, qu'il venait de cette espèce alien-là. On a connu des choses sur son entourage, sur son enfance, enfin... Après, il y a eu l'histoire de la guerre du temps. On n'a pas arrêté d'ajouter des trucs comme ça à l'univers. Au final, on est rentré dans une espèce de routine, en fait. Et maintenant, on sait très bien qui est le Docteur, d'où il vient. Et à part son nom, on sait quasiment tout de lui. Et du coup, de vouloir rajouter, en fait, un mystère autour du personnage du Docteur, d'en refaire un personnage mystérieux dont on sait rien. On sait pas d'où il sort ce Timeless Child, on sait pas comment il est arrivé là. C'est... pour moi, c'est une idée brillante. Et c'est exactement ce que voulait faire Andrew Cartmel dans les années 80 avec le 7ème Docteur, quand il avait prévu le Cartmel Master Plan. Je trouve que ce qui est brillant, c'est que on ne sait plus rien du Docteur, mais le Docteur n'en sait pas plus que nous, et ça c'est génial. Et en plus, ça ne casse rien. Tous les épisodes sont toujours là, tout ce qui a été établi avant est toujours là, c'est juste réinséré dans une nouvelle base. Et Doctor Who, qui est vieille, une vieille série de 56-57 ans,
a besoin de se renouveler et de changer, faire évoluer son lore. Les grands auteurs, ce sont des auteurs qui divisent. Moffat, il a fait des choses géniales et discutables selon moi, mais c'est un auteur qui a toujours cherché à sortir Doctor Who de sa zone de confort. Et ben Chibnall, il vient de le faire d'une façon radicale. Comment c'est arrivé dans l'épisode? Je suis en train de me dire, ça me plaît pas vraiment. Comme j'aime pas trop quand on touche à ce qui était fait avant. Mais là, bah c'est pas si mal fait. Et j'ai beaucoup aimé au final cette révélation. Ça donne encore plus de mystère au docteur. Et qu'elle ait des régénérations qu'on n'ait jamais vues. Bah je sais pas, c'est super cool. Même si c'est jamais expliqué après. Et j'espère que ça sera pas trop expliqué après, justement. Ça me fait marrer que du coup le maître soit énervé qu'il ait une petite part du docteur en lui. Oh mais tout a pété, il y a plus rien. Il a tout cassé. Enfin, en gros, c'est ce que les gens disent, il a pas tellement cassé les choses. En Mais gros, non. Il a pris les jouets, il a pris tous les caplas et il a fait une nouvelle montagne. Et donc ça veut dire qu'il y a tous les bouts de l'ancienne montagne, mais il a fait, c'est beau hein, comme image. Et il a fait, les showrunners ont quand même cette petite tendance à survendre les trucs. Ça veut dire genre, oh ça va être un miracle, ça va être incroyable et tout. Et finalement c'est The Winning of River Song. Là, il a promis qu'il allait tout changer. Bah il a tout changé. Il a fait il a repris des idées qui viennent de la série classique, il les a rassemblés, il a créé une espèce une cohérence qui fonctionne véritablement bien. Les trucs que j'ai entendus disant oui mais ça marche pas sur le fait que River Song c'est une time lady. River Song n'est pas une time lady, enfin parce qu'elle se régénère que c'est une time lady, ne confondons pas tout. Pour moi, les révélations et les changements apportés par cet épisode s'inscrivent totalement dans le lore et ne le changent absolument pas. Oui. Ça le change, mais ça ne chie pas, comme j'ai pu le lire, sur ce qui a été fait avant. On a quand même Chibnall qui a réussi à recréer le mythe du docteur et à refaire qu'on se demande mais qui est le docteur. Là, avec les dernières saisons, on était juste bon bah maintenant au fait finalement le docteur on est juste content qu'il soit là mais on s'en fout de ses origines puisque au final on est juste content de voir les aventures du docteur. Là maintenant on a vraiment qui sait d'où il vient, de quand date Ruth. Enfin, il y a enfin ça on le sait pas, on sait toujours pas. Bah oui, mais justement, on se pose la question, c'est oui, ça. Du coup, ça relance des nouvelles interrogations, ça relance la mythologie, et moi je trouve ça génial. Petit message quand même, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit de critiquer ce choix, parce que c'est un choix, un parti pris, donc un parti pris est toujours critiquable. Mais, s'il vous plaît, arrêtez de dire, vu que certains le font depuis la sortie de l'épisode, que si on aime, on a tort. Vous n'avez pas plus tort que nous, on n'a pas plus raison que vous. Waouh. Plus pareil, le 13e docteur dans cette saison. La saison d'avant, elle était toute joyeuse, et là, elle est un peu triste, elle est un peu perdue. Elle a un peu peur pour ses compagnons. Elle est bien évoluée. C'était déjà un de mes docteurs préférés, mais là, vraiment, waouh. Elle en prend vraiment plein la gueule. Et à chaque fois, elle doit aller de l'avant. Comme elle va pas bien, elle délaisse peut-être un peu ses compagnons. Et du coup, ils le vivent mal. Du coup, on part du docteur de Jodie Whittaker, qui est souriant et humain dans la saison 11, pour jouer avec ses doutes et ses faiblesses. Résultat, on a un docteur qui est perdu la plupart de la saison, soit qui comprend plus ce qui se passe, soit qui est confronté à des choix impossibles, avec la phrase par exemple « Sometimes even I can't win », elle est mise à bout jusqu'à la révélation qui va lui faire tout lâcher, voire être violente dans le dernier épisode, pour au final s'en relever toujours plus grande, grâce aussi à l'image de l'incarnation de Joe Martin, notamment, elle devient plus grande que jamais. Voilà. Pour ce qui concerne l'évolution du 13e Docteur, il y a un truc aussi qui me revient en tête de la saison 11, c'est globalement, c'était un docteur assez joyeux, qui cherchait à découvrir, qui s'excusait parfois peut-être un peu trop, et qui ne savait pas tout, qui ne prétendait pas tout savoir, comme un 10e ou un 12e Docteur pouvait le faire. Donc on avait une certaine innocence et une certaine candeur dans le personnage. Je crois que le 13e Docteur a passé la 12e saison à s'en prendre plein la gueule tout le temps. De Spyfall à Timeless Children, ça a été, ça l'a pas lâché. Il y a des moments comme ça dans certains épisodes qui sont vraiment marquants. J'ai une scène en tête, c'est la scène dans Fugitive of the Judoons, quand elle vient tout juste d'apprendre l'existence d'un autre docteur, un docteur dont elle ne se souvient absolument pas, et qu'elle retourne
sur Terre pour retrouver Yaz et compagnie, et qu'elle a cette marche, le regard vide, une sorte d'errance. Elle sait plus où elle en est, elle sait plus qui elle est, elle s'est déjà pris le maître qui revient dans la tête, Gallifrey a été détruite, etc. Et on sent que cette innocence, etc., ça s'effrite au fur et à mesure de cette saison 12, et on a une super bonne écriture du personnage. Je suis vraiment content de ce que le personnage de 13 est devenu, une profondeur, vraiment sa propre personnalité, parce que bon, elle a souffert d'énormément de comparaisons, mais là on peut plus la comparer à aucun autre docteur. Elle a vraiment pris ses marques. Au début de la saison, tout au long de la saison, elle a beaucoup de doutes. C'est pour ça que du coup, elle a du mal en fait à se livrer à ses compagnons. Elle a du mal à leur faire totalement confiance parce qu'elle veut pas forcément les impliquer dans des choses qui lui sont très personnelles, surtout que tout son univers est remis en cause. Donc elle est totalement perdue et elle a besoin de temps pour elle pour se retrouver, pour savoir qui elle est, et elle a pas forcément envie de partager ça avec d'autres, ce qui est totalement compréhensible. Elle a beaucoup souffert. Jodie Whittaker pour moi a vraiment, comme tu l'as dit, apporté une grande profondeur au personnage, et là à la fin, enfin voilà, elle est plus sûre de rien. Non mais elle va quand même, elle prend quand même la décision d'aller se sacrifier. Cette fois-ci, elle le dit elle-même, elle est allée trop loin. C'est par sa faute parce qu'elle l'assume, hein, c'est par sa faute que l'ascension des Cybermen a pu avoir lieu, et que du coup le Master a pu réaliser son plan. Et du coup, elle s'est dit bon, voilà, maintenant je sais qui je suis. Alors pas totalement, mais c'est bon. Maintenant, je suis prête à assumer les conséquences et à me sacrifier. J'ai l'impression qu'en voulant rendre le personnage plus sombre, et il sait très bien, et je comprends tout à fait qu'ils aient voulu aller dans cette évolution-là. Après une saison 11 où elle était toute gentillette, machin, là le docteur prend de l'épaisseur et devient un peu plus sombre, et c'est cool. Mais du coup, j'ai l'impression que par moment, ils ont voulu aller un peu trop loin, et ils l'ont rendu presque antipathique, des fois, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Après, je trouve que dans The Timeless Children, finalement, cette évolution aura permis au docteur de renaître, en fait, quoi. Parce qu'elle découvre que tout ce qu'elle pensait savoir sur elle est faux, elle s'écroule complètement, enfin, elle sait plus qui elle est, et c'est avec cette très belle scène où elle dialogue avec le docteur joué par Joe Martin, là, le docteur mystérieux, où elle va reprendre conscience de ce que c'est que d'être le docteur, et où elle va revenir à la vie et se réaffirmer en tant que docteur, quoi. Be kind, comme le dit Capaldi. Be kind, tout à fait. Déjà, on va attendre tout court, parce que c'est dans 10 mois qu'on a le special. Bon. Alors, de l'épisode spécial, j'attends une continuité de Fugitive of the Judoon, et c'est ce que la fin de l'épisode final laisse supposer. De la saison 13, honnêtement, je sais pas quoi en attendre. Quand on avait fini la saison 11, je voulais voir dans une saison 12 plus de dangers, plus de rebondissements, et vraiment des situations qui avaient une ampleur plus grande. Et je pense que c'est un euphémisme de dire que la saison 12 a largement dépassé mes attentes de ce côté-là. Donc au final, je sais pas quoi attendre de la saison 13, et c'est peut-être au final pas plus mal. Mais là, j'ai décidé de rien attendre, je veux une surprise complète, mais au fond de mon petit cœur, je m'attends quand même à une saison au moins aussi bonne que la saison 12. Mieux, ça va pas être simple. Alors, ce que j'attends pour la suite, c'est d'être surpris. Déjà, concernant le spécial, voyons voir comment le Doc sort de prison et tombe sur les Daleks, hein. Mais j'attends surtout de voir ce qui sera fait du coup des compagnons. Et pour la saison 13, là on a un terreau tout neuf, une page blanche. Je vais pas commencer à avoir des exigences quand on voit à quel point Chibnall sait mieux que nous. Retourne-moi le cerveau, fais ton univers, bébé. Ah si, je veux Sacha Dhawan. Pour le spécial, ce que j'espère, c'est qu'on ait une conclusion aux compagnons. On voit que c'est la fin d'un chapitre pour les compagnons. Je verrais bien les compagnons aller essayer de sauver le docteur dans la prison. Ça pourrait être rigolo. La sauver et en même temps lui faire des reproches. J'attends des bons épisodes. Qui continuent à nous surprendre, et que ça reste au top comme ça sur les effets spéciaux, sur la réalisation. Peut-être une nouvelle team TARDIS, peut-être un renouvellement des compagnons. On a déjà eu des saisons avec cela. Moi, je pense que en saison 13, il est important qu'il y ait un renouveau, une nouvelle dynamique au sein du TARDIS, effectivement, parce que on est arrivé au bout de quelque chose, ça se voit. Il y a Yaz et Graham qui se font des grandes déclarations, ça sent que on a fait le tour, là. Ils ont été au bout de quelque chose. Après, j'ai envie d'être surpris, j'ai pas envie de faire des plans sur la comète. Évidemment, j'aimerais bien qu'on ait un peu des intrigues sur la division, cette espèce de police de Gallifrey dont on parle dans Timeless Children.
Et plus de Rousse, parce que Rousse, je l'aime, je l'adore. Et bah, on n'en sait toujours pas vraiment plus, en fait. Où elle se place dans la timeline du Docteur. Est-ce que c'est avant Hartnell? Est-ce que c'est après Hartnell? On sait toujours pas, en fait. J'attends déjà le retour de Ruth parce que je l'ai trouvée exceptionnelle et que j'ai envie d'en savoir plus sur elle. Mais moi, je veux qu'elle soit compagne. J'attends Ce que je trouve génial, c'est que là, on relance on part sur une quête aux origines. Qui est le Docteur? On voit qu'elle a envie d'en savoir plus. Est-ce qu'elle va trouver d'autres, du coup, docteurs, ou pas, qui n'ont pas forcément ce titre-là d'ailleurs, mais ses précédentes incarnations? Est-ce que, voilà, elle a beaucoup de questions auxquelles répondre et c'est génial. Bah oui. Après, la série peut pas s'arrêter. Il y a tellement de questions mais auxquelles faut répondre. Exactement. Oh là là. Et on a aussi cette fin d'épisode où là, elle est vraiment dans le caca, puisqu'elle vient de se faire arrêter par les Jules. Moi, personnellement, j'attends avec impatience Revolution of the Daleks. Déjà, rien que le titre, il est quand même bien classe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, pour tous les trucs habituels, la cloche et surtout commenter. On veut savoir ce que vous avez pensé de la seconde partie de la saison 12, pour dire que c'est bien surtout. Bon, vous avez le droit de dire que c'est pas bien si vous n'avez pas aimé, tant qu'il y a des arguments. Même d'ailleurs, si vous avez aimé, quoi qu'il arrive, je veux des arguments. Et on met un thumbs up, comme ils disent aux États-Unis. Enfin, c'est surtout les youtubeurs québécois que je suis qui disent ça. Et donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, ça dépend quand vous êtes. Moi, je suis respectueux, je dis au revoir à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour un prochain TARDISTORY.